BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin. Voilà, 60 minutes business. La suite, nous accueillons Jean-François Di Meglio, président de l'Asia Centre, pour parler de cette sécheresse. On en a parlé en France, on va en parler en Chine. J'ajoute quand même, juste avant de vous retrouver, Jean-François, que le gouvernement va présenter en septembre un projet de loi pour accélérer tous les projets de production d'énergie, ainsi qu'un plan pour sécuriser les approvisionnements en énergie pour l'hiver prochain. Déclaration il y a quelques minutes du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors d'un compte-rendu du Conseil des ministres consacré notamment à la sécheresse en France. On l'a dit, en Chine également, ça pose des problèmes, ça pose des inquiétudes. La sécheresse qui concerne ces provinces qui traversent le Yangtze, des températures ont, selon les autorités, dépassé, sont supérieures d'environ 6 degrés aux normales saisonnières. L'eau y fait cruellement défaut. Conséquence, Jean-François Di Meglio, c'est la production hydroélectrique qui est fortement touchée notamment. Oui, absolument. Donc ce dont vous parlez, en fait, c'est cette fameuse province du Sichuan. Donc il faut rappeler que le Sichuan, c'est à peu près la taille de la France. C'est une population supérieure à la France. Bon, tout est à l'échelle en Chine. Mais c'est surtout une province à tout point de vue stratégique. Alors, quand on parle d'énergie, c'est la province de l'hydroélectricité. On a en tête le souvenir de ce fameux barrage des Trois Gorges. Et comme en Chine, c'est toujours des proportions qui nous dépassent, oui, et que les choix sont à la fois très planifiés, très lourds, et que les directions qui sont prises engagent toujours pour le très long terme. Il y a un peu plus de 30 ans, on a pris cette décision qui était à l'époque une décision à la fois audacieuse mais aussi raisonnable, de produire beaucoup d'électricité à partir de cette extraordinaire source d'hydroélectricité, ce qu'on appelle en français le Yangtze-Kiang, le fleuve bleu, le Chongjiang en chinois. Sauf que là, il est à sec. Donc le barrage des Trois Gorges. Ouais. Et donc 86% de cette province, qui est la France, sont produits par l'hydroélectricité. Ça veut dire que l'impact sur la Chine elle-même est très important pour deux raisons. C'est que cette province est exportatrice d'électricité pour le reste de la Chine. Donc vous avez un déficit par rapport aux 16% que représente la province du Sichuan dans l'ensemble de la Chine. Et puis vous avez aussi une part très importante de la production industrielle qui est basée dans la province du Sichuan, avec deux grandes métropoles. Une métropole qui est Chengdu, qui est une des capitales de l'automobile en Chine, et puis Chongqing, qui est une ville qui a pris beaucoup d'importance, 20 millions d'habitants, et vous avez un certain nombre de secteurs high-tech qui sont aussi à Chongqing. Et justement, on va y revenir dans un instant. Jean-Marc Daniel, vous vouliez nous parler justement de cette sécheresse, ces températures exceptionnelles qui touchent le pays. Oui, ce qu'il y a de frappant, c'est que le FMI s'est mis à créer un indicateur des pays à plus de 100 degrés. Alors, 100 degrés, le FMI, c'est à Washington, 100 degrés, c'est 100 degrés Fahrenheit. Donc, pour les auditeurs, téléspectateurs qui n'auraient pas en tête la conversion, ça fait 38 degrés Celsius. Et donc, la carte des pays à 38 degrés Celsius, à 100 degrés Fahrenheit, est en train de s'étendre. Et cette année, dans leur carte, la Chine aura été un des endroits où les 100 degrés ont été les plus marquants et les plus durables. Oui, oui. Et on parle de sécheresse en France, en Europe, mais en Chine, la carte s'est beaucoup plus étendue qu'elle ne s'est étendue en Europe et aux États-Unis. Donc c'est un des lieux les plus touchés par la vague de chaleur et le réchauffement climatique en ce moment. Conséquence, Jean-François Di Meglio, eh bien, ce sont les entreprises, les industriels qui sont carrément appelés à cesser leur production. Oui, puis conséquence en cascade, parce qu'effectivement, donc vous avez des usines qui se sont arrêtées, alors pas simplement dans cette province du Sichuan, mais aussi dans d'autres provinces, y compris dans la province du Canton. Donc ça, c'est bien sûr l'ombre portée sur cette année catastrophique qui aura été l'année 2022 quand même pour la Chine. Vous savez, en Chine, il y a des cycles de 60 ans. Et donc, il y a 60 ans parce que 5 éléments, les 12 signes du zodiaque, et tous les 60 ans, on a une espèce de répétition. On savait que cette année serait une année un peu spéciale, comme 62 avait été. 62, c'était la fin des problèmes liés au grand bond en avant. Et donc, on a une année qui est plutôt mauvaise, et c'est une année critique pour le parti. Et donc, ce qu'on a entendu sur Huawei, ce qu'on entend sur l'arrêt de certaines usines, c'est pas bon du tout. Mais ça a aussi un impact sur le reste du monde, parce que, évidemment, la Chine, eh bien, c'est une partie de l'économie mondiale, c'est 15% de l'économie mondiale, 18%. C'est la deuxième économie mondiale. Voilà, la deuxième économie mondiale. Et puis, c'est surtout le deuxième pollueur. Et si vous faites moins d'hydroélectricité, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites pas de nucléaire, parce que pour le nucléaire, même si les centrales nucléaires chinoises sont au bord de la mer, donc elles se refroidissent, heureusement, grâce à la mer de Chine,
elle tourne encore, mais il n'y en a pas assez, c'est 3% de l'énergie, et c'est du charbon. Et donc la Chine en sécheresse, ça nous fait encore plus de CO2, malgré les engagements de la COP. Vous allez un petit peu vite, hein. J'allais en parler du charbon dans 1 ou 2 minutes. Je voulais qu'on revienne sur ces entreprises qui décident finalement, de se détourner peut-être de la Chine pour produire en Inde, par exemple. On écoute la correspondance de Sébastien Lebelzik à ce sujet à Pékin et on en parle après avec vous. Alors plus qu'un intérêt véritablement pour l'Inde, c'est plutôt un désintérêt grandissant pour la Chine. Apple regarde aussi du côté du Vietnam pour ses nouveaux AirPods. Samsung avait déjà pris le large l'année dernière, tout comme Adidas qui produit maintenant au Vietnam. Bref, tout le monde cherche ailleurs des cieux plus accueillants. Cette année a marqué une vraie rupture dans l'image de l'usine du monde. On se souvient de l'enquête publiée cet été par la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine qui montrait que 23% des entreprises occidentales envisagent de transférer leurs activités hors du pays, tandis que la moitié ont indiqué que les affaires en Chine étaient trop politisées. Ce sont en fait les deux problèmes que les entreprises étrangères rencontrent ici. D'abord, le risque d'être prises en otage des tensions internationales, c'est surtout le cas des entreprises américaines, mais aussi japonaises, sud-coréennes et évidemment taïwanaises. Et puis aussi le choc de ces 2 ans et demi de confinement en Chine. Shanghai fermé pendant 3 mois, Yiwu, le plus important marché de gros du monde, paralysé pendant 1 mois. Ça peut tomber n'importe où, n'importe quand. Et ça explique cette volonté, cette nécessité même de diversification. Sébastien Lebelzik, à Pékin, effectivement, cette sécheresse aujourd'hui qui succède à cette gestion, je dirais pas chaotique, mais en tout cas très particulière à la Chine de la pandémie, cette politique zéro Covid qui a tant pesé sur l'outil industriel ces derniers mois. Elle va ressembler à quoi la croissance chinoise dans les mois qui viennent ? Alors, on va prendre un chiffre officiel. On nous avait annoncé 5,5. 5,5, ce ne sera pas 5,5, ce sera 3. Non, en fait, ce ne sera pas ça. Ce sera quelque chose dont on ignorera le chiffrage exact, mais qui techniquement est générateur de chômage et générateur de goulets d'étranglement dans la logistique. Donc, si vous voulez, je vous réponds qualitativement par rapport aux chiffres que vous attendiez. C'est très difficile de donner un chiffre, mais il est certain qu'on est dans une période de très chaotique, c'est votre mot. Après, la question, c'est une crise d'une telle ampleur, parce que c'est une crise peut être gérée. Il y a des outils de pilotage, c'est un pays qui est très centralisé. Il y a aussi il y a des outils de pilotage monétaire. On va avoir des exportations qui vont continuer à alimenter la machine économique, mais ça c'est un déséquilibre. Et après, c'est le temps qu'il va falloir. Et donc pour le temps qu'il va falloir, probablement qu'il y a un débat. Et ce qu'on a entendu de Huawei, bien sûr que c'est M. Jeanne qui dit ça va mal. Mais M. Jeanne, s'il le dit, c'est parce qu'il envoie probablement un message. Et ce message, il va de pair avec sans doute des discussions qu'il y a au cœur du pouvoir pour savoir comment est-ce qu'on relance cette économie. Est-ce qu'on reste dans cette fermeture? Est-ce qu'on se rouvre aux étrangers? Il y a des appels aux étrangers pour revenir investir en Chine et ça va être ça le grand débat. Quelle vitesse pour ce redressement? Très très rapidement, l'objectif, vous l'avez dit, c'est de maintenir, c'est de préserver cette économie aux dépens de l'écologie et donc l'appel au charbon, ce dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors l'objectif chinois, c'est toujours la stabilité, mais vous voyez bien que on est en fait en vol instable. On a des paramètres qui sont tous vers l'instabilité et il faut maintenir la stabilité. Donc c'est comme un avion qui est en vol instable mais qui arrive à voler. Pour l'instant, ça va. Merci beaucoup Jean-François Di Meglio pour cette expertise, président de l'Institut Asia Centre. Merci d'être venu.